Bonjour, ce petit matin, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier événement de l'année, en partenariat avec FIDAL et l'Agora des directeurs financiers. Euh, juste pour faire un petit focus sur les différents groupes de travail de l'APDC, il y en a plusieurs, et en particulier le cercle fiscalo-comptable qui réunit des comptables et des fiscalistes. On se réunit régulièrement. C'était très constructif cette année, en particulier avec le confinement, de pouvoir se réunir à distance et se retrouver sur des problématiques communes. Voilà, nous allons nous parler plus particulièrement maintenant des arbitrages à prendre dans le cadre de l'arrêté des comptes et vous présenter la loi de finances pour 2021. Je vous présente Bernard Miralles, qui n'est plus à présenter, l'ensemble des avocats de FIDAL qui collaborent à cet événement et représenté en particulier par Arnaud Jamin. Merci Mathieu. Bien, alors cette année, la loi de finances, on ne va pas se le cacher, n'est pas très riche. En revanche, on le sait, et ça non plus c'est pas une surprise, on a un contexte économique et social complètement extraordinaire qui a amené des mesures, certaines qu'on attendait depuis longtemps, et puis d'autres qu'on va voir, évoquer. Ce matin, nous allons démarrer par les mesures d'urgence économique et fiscale dans le contexte sanitaire, après quoi nous ferons un point très attendu sur les réformes de TVA, groupe TVA notamment, puis sujet qui est une pratique réelle actuellement, Bernard nous en dira quelques mots aussi, c'est le contrôle fiscal en période de Covid. Nous reviendrons avec Patrick Morgenstern sur l'application de la réforme des charges financières et l'intégration fiscale notamment. Nous ferons un focus sur le secteur de l'assurance qui a été beaucoup cité dans la presse cette année, mais qui a aussi ses sujets d'actualité. Un panorama plus large des jurisprudences, et puis, parce que c'est dans les tuyaux, ça va forcément marquer, ça marque déjà et ça marquera nos années à venir, l'économie numérique et puis l'international. Donc commençons tout de suite par les dernières mesures d'urgence. Et la première des mesures d'urgence est une réforme des impôts de production. Cette réforme des impôts de production qu'on attendait depuis longtemps arrive finalement avec cette période sanitaire. Elle est bienvenue, elle devrait représenter 10 milliards d'euros selon le plan de relance du gouvernement, ce qui pose quand même dans la durée une question de financement et n'est pas complètement sécurisant pour les entreprises, Mathieu. Effectivement, puisque le plan de relance prévoit le financement du manque à gagner pour l'État et en particulier pour les collectivités à une échéance de 2 ans. Mais on peut s'interroger sur la question de savoir, au-delà de 2 ans, comment sera financé finalement ce manque à gagner d'impôts de production, et en particulier pour la baisse de la CVAE. Alors, justement, comment cette réforme s'organise-t-elle? 4 morceaux, une réduction de 50% de la CVAE pour toutes les entreprises redevables de l'impôt, un allègement de l'évaluation comptable des établissements industriels, une baisse du taux de plafonnement de la valeur ajoutée de 3 à 2% pour éviter que les mesures de baisse soient mangées par un maintien d'un taux trop élevé, et puis une possibilité offerte pour attirer des établissements d'exonérer de CET pendant 3 ans par les collectivités, les extensions et les créations. Si on regarde un tout petit peu plus en détail, la réduction de 50% de la CVAE, on sait aujourd'hui, c'est 1,5% avec un chiffre d'affaires à 50 millions qui s'applique à tout le monde. Et bien à partir de 2021, on a tout simplement, c'est assez facile à comprendre, c'est une division par 2 du taux qui finalement passerait au maximum de 1,5 à 0,75. Donc évidemment que ça entraîne des petites corrections sur les acomptes également. Tout ce qui va être accompagnement va être retrouvé divisé par 2, peut-être pas la peine d'en dire beaucoup plus sur cette mesure qui est assez mécanique. Ensuite de ça, nous avons la question de l'évaluation comptable des établissements industriels. On sait que c'est en gros 8% du prix de revient au bilan pour les terrains et les sols, et puis par un jeu d'abattement, c'est 12% fois 2 tiers pour les constructions et installations, donc c'est toujours 8%. On va diviser tout ça par 2. On va passer à 4%, et ça ressemble un petit peu plus quand même à une approche de rendement locatif ou d'intérêt. Les 8% étaient quand même très très décorrélés de la réalité économique. On peut dire que pour les entreprises, ça pesait lourd en tout cas. Troisième pan de ce dispositif, le plafonnement. On sait que le plafonnement de la CET se fait en fonction de la valeur ajoutée, était mis à 3%, mais quand on diminue fortement
les éléments d'imposition, si on ne baisse pas le plafonnement, on va effacer l'effet bénéfique pour beaucoup d'entreprises. Donc cette mesure, c'est une mesure logique, mais aussi bienvenue, de baisse du taux de plafonnement à 2% de la valeur ajoutée contre 3% précédemment. Enfin, les collectivités vont pouvoir, pour des locaux professionnels et industriels nouvellement créés ou faisant l'objet d'extension, voter des mesures d'exonération temporaire de la CET qui ne pourront pas excéder 3 ans. Alors, voilà une mesure dont on peut se demander si elle est très Covid, parce que les entreprises vont plutôt souffrir de manque de trésorerie que d'opportunités d'investissement, mais en tout cas, elle est bienvenue pour attirer probablement des groupes étrangers et des industries en France. Sur ce premier pan, voilà ce qu'on peut en dire de manière synthétique. Okay. Oui, en ce qui concerne effectivement la division par deux de la valorisation des établissements industriels, il y a peut-être une question à se poser. On sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'établissements pour lesquels des contentieux existent, en particulier sur les entrepôts logistiques. Et je pense que là, il faudrait que effectivement les entreprises s'interrogent, fassent le calcul entre l'ancienne valeur locative et la nouvelle valeur locative comptable à 4%. Regardez s'il y a un écart aussi significatif que ça ou pas. Et selon l'écart, peut-être se dire est-ce que je reste en valeur locative ou est-ce que je passe en méthode industrielle. Si l'écart est faible, ça vaut peut-être la peine pour sécuriser pour l'avenir. Et si l'écart est fort, peut-être voir un peu ce qui est le plus bénéfique pour l'entreprise. Donc je pense qu'il y a quand même peut-être à revoir sur les locaux dont on sait qu'aujourd'hui on s'interroge sur leur nature industrielle ou pas, quelle est la meilleure valorisation et quelle est pour l'avenir la situation dans laquelle l'entreprise a peut-être intérêt à se mettre. Et puis Bernard, ça m'amène à réagir sur ce point-là aussi en disant qu'en réalité, quand on parle d'une baisse par 2, ce n'est pas systématique et pour tout, il y a les entreprises qui ont levé des crédits baux après 2006 qui vont aussi ne pas bénéficier tout de suite de cette mesure et celles qui sont passées de la méthode industrielle à la méthode comptable, ou juste dans votre sens, qui ne vont pas immédiatement bénéficier non plus. Donc, on va suivre avec attention ça. Toutes les entreprises ont intérêt à le suivre parce que autant certaines choses sont complètement automatiques, autant là, peut-être que tout ne sera pas divisé par 2 et qu'il faudra être vigilant. Le sujet suivant, qui intéresse évidemment beaucoup, c'est celui de la réévaluation libre des actifs. On connaît le principe, depuis 1984 c'est possible, on réévalue tous les actifs immobilisés à l'exception des immobilisations incorporelles, des stocks et des VMP, à leur valeur vénale, et puis normalement on est taxé. Bon, évidemment qu'en cette période de Covid, la taxation n'apparaît pas tout de suite comme une évidence, et ce que le législateur propose pour finalement permettre aux entreprises d'avoir un bilan qui reflète leur valeur économique, notamment quand elles ont en face d'elles des banques à qui elles demandent des financements, c'est une réévaluation bénéficiant d'un accompagnement fiscal. Accompagnement fiscal qui ressemble beaucoup à celui d'un régime d'apport partiel d'actifs ou de fusion. Alors, cet accompagnement fiscal, d'abord, il est optionnel. Il est optionnel et puis il va concerner l'ensemble des immobilisations corporelles et financières pour des réévaluations constatées au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022. Pour les IMO amortissables, c'est assez simple, on connaît le système, on va dégager la plus-value, on va faire apparaître la nouvelle valeur comptable et puis il va falloir amortir. Et comme on va pouvoir déduire notre amortissement, il va bien falloir réintégrer la plus-value. Cette réintégration, on connaît là encore le système, elle se fait sur 5 ans et pour les immeubles sur 15 ans. Alors Mathieu, on peut peut-être déplorer quand même le décalage entre l'amortissement et la réintégration. On est un petit peu loin dans certains cas de la réalité économique qui voudrait qu'on puisse réintégrer sur une durée supérieure. Et cette remarque, elle vaut aussi bien finalement pour ce nouveau dispositif de réévaluation que pour le nouveau dispositif de sell and leaseback qu'on abordera après. Ouais. Autre point, ce sont les IMO non amortissables. Parce que les immobilisations non amortissables, elles sont réévaluées, mais là, on ne va pas réintégrer la plus-value. On va la reporter jusqu'au jour de la sortie de l'actif de l'entreprise. Du coup, se pose cette fois la question de la provision pour dépréciation de ces immobilisations qui, en matière comptable, va bien devoir se faire sur la valeur nouvelle, mais en revanche, en matière fiscale, ne pourra pas être déductible, sauf si on redescend en dessous de la valeur historique pré-réévaluation. Donc on va avoir un petit peu de travail de suivi là-dessus aussi, parce que tout n'est pas complètement évident. Alors évidemment, ça touche pas toutes les IMO non amortissables
et non incorporels, finalement, c'est pas non plus très compliqué à identifier. Voilà ce qu'on peut dire de cette mesure, sauf qu'elle pose des questions. Et elle pose des questions notamment pratiques. Alors, Mathieu, je te laisse les évoquer. Ça soulève quelques questions avant de se lancer dans cette option, parce que c'est un régime, encore une fois, comme l'évoquait Arnaud, optionnel. Il faut avoir en tête que si on adopte cette option, elle peut avoir un impact difficile finalement pour les titres de participation qui seraient réévalués, puisque la plus-value taxable serait taxée au régime de droit commun, soumis en totalité à l'impôt sur les sociétés. Donc, autrement dit, le régime avec la quote-part de frais et charges de 12% ne serait pas appliqué. Deuxième inquiétude qu'on peut avoir, c'est pour une société qui était lourdement déficitaire cette année, en particulier compte tenu des circonstances économiques difficiles, il est peut-être préférable de ne pas opter, potentiellement de procéder à des réévaluations libres, mais de ne pas opter pour ce régime de façon à utiliser la totalité du déficit de l'année 2020. Et puis enfin, troisième problématique qu'on peut avoir, c'est l'impact de ce régime de réévaluation, que ce soit le régime de droit commun ou celui-ci d'ailleurs, sur la participation des salariés. C'est un élément à prendre en compte et qu'il faut calculer au préalable. Notamment avec les titres de participation, parce qu'en participation des salariés, on prend normalement le bénéfice fiscal, c'est-à-dire tel qu'il est imposé, qui n'inclut pas les plus-values sur titre. Mais ici, les plus-values sur titre dont on parle, elles sont pleinement taxable. Alors, si on ne prend pas l'option parce qu'on est en déficit, on va se retrouver avec une plus-value qui est dans son bénéfice et qui donc rentre dans le calcul de la participation des salariés. Donc, l'articulation demande quand même un pilotage assez fin. C'est intéressant, mais évidemment, à voir avec beaucoup de précautions parce que c'est très transversal comme impact. Voilà ce qu'on peut peut-être dire en synthèse sur ce dispositif. Alors, autre point qui est aussi bienvenu, on peut regretter d'ailleurs qu'il soit que temporaire, le leaseback. Certains vont vouloir refinancer leur immobilier en le revendant à une banque et puis en le reprenant en crédit bail. On en connaît le principe. Eh bien, ce que nous offre le législateur cette année, c'est la possibilité d'étaler la plus-value. Parce qu'évidemment, si c'est pour faire un profit, pour payer des impôts, alors qu'on a besoin de trésorerie, parce qu'on a un PGE, qu'on a des difficultés, etc., c'est pas très intéressant. Donc, on va pouvoir étaler la plus-value sur la durée du contrat. N'en demeure pas moins qu'on va rester encore une fois limité à 15 ans et que ça ne touche pas les immeubles de placement, donc c'est un petit peu contraint. On retrouve nos 15 ans de tout à l'heure qui ne sont pas forcément corrélés avec des réalités économiques. Alors, autre sujet qui nous intéresse, la dépréciation des créances rattachées à des titres de participation. Ça, c'est un sujet... comment dire, c'est un classique, c'est un œuf ou la poule. On déprécie quoi en premier, les titres ou la créance de la filiale sur qui nous doit de l'argent? Bien, la CNCC a pris une position claire disant que, voilà, en l'absence de règles comptables spécifiques et en application des dispositions de l'article 1844-9 du Code civil, eh bien, les titres sont dépréciés avant les créances dès que la valeur actuelle des titres devient inférieure à leur valeur comptable. Ce qui veut dire en pratique que bien sûr, quand la situation de l'entreprise est compromise, on va devoir donc déprécier les titres en premier. Mais si ça n'est pas le cas, tant que notre commissaire aux comptes ne le demande pas, on doit pouvoir continuer à déprécier les créances d'abord, Bernard. Oui, enfin, je pense que ça reste quand même la logique. Si la continuité de l'entreprise de la filiale n'est pas remise en cause, la logique veut qu'on déprécie d'abord la créance, ce qui d'ailleurs ensuite jouera sur la situation nette de la filiale, et ensuite, pour faire la valorisation des titres, quelque part, on inclura de cette dépréciation. Donc, effectivement, on prend acte de la position de la CNCC, mais concrètement, et je veux dire, sauf si, comme on dit, la filiale est vraiment dans une situation telle que sa continuité et donc la dépréciation de ses titres apparaît comme une évidence, je pense qu'il faut quand même rester dans cette logique de déprécier les créances et ensuite les titres. Merci. Sujet suivant, des crédits d'impôt. Alors, on a plusieurs mesures en matière de crédit d'impôt. Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire ce matin, on renverra certaines. Vous aurez tous les slides, ils vous seront adressés sur vos boîtes mail. On va se concentrer en réalité sur la principale, celle qui a fait le plus parler, qui est le crédit d'impôt sur les loyers. Donc, il a été annoncé avec ce deuxième confinement, un crédit d'impôt en cas d'abandon par les bailleurs de loyers
à leurs locataires pour la période. Alors, on a vu des périodes de novembre, mais en réalité, le texte dit tant qu'il y a des restrictions de déplacement, donc ça pourrait s'étendre à décembre. Souhaitons pas que ça s'étende beaucoup plus loin que ça, mais au profit de qui? Au profit d'entreprises de moins de 5000 salariés, bon, ça va. Et à moins de 250, on a un taux à 50%, et entre 250 et 5000, on aura un crédit d'impôt au taux de 30%. Entreprises qui n'étaient pas en difficulté en 2019, qui n'étaient pas en liquidation judiciaire à l'ouverture du premier confinement, dans une limite d'abandon de créances de 800 000 euros, ce qui est énorme, hein, on peut bien le dire. Donc voilà une mesure qui, et pardon, j'oublie, un crédit d'impôt IR comme IS, parce que c'est ouvert à tous les bailleurs, c'est-à-dire personnes physiques comme sociétés, et qui serait normalement imputable, alors c'est pas encore complètement arrêté, sur, on nous dit 2021, mais logiquement il faudrait quand même le faire aussi en 2020, et qui serait remboursable en cas d'excédent, sauf que là, quand on lit le texte à l'IS, on nous dit qu'on pourra l'imputer sur l'exercice clos à compter du 31 décembre 2021, mais on nous donne pas de limite de temps. Donc moi je sais pas très bien comment on se fera rembourser. Peut-être peut-on dire quand même que ça devrait concerner essentiellement des grosses foncières, parce que les petits bailleurs, en ce moment avec le Covid, ils n'ont pas tellement besoin de crédit d'impôt. Ils sont déjà dans une année où plus personne ne payant les loyers va être amené à déprécier beaucoup de créances et risque d'avoir un résultat d'ores et déjà dégradé. Donc, à suivre, mais en dehors des grandes foncières, ça risque d'être une mesure, somme toute, de peu d'effet. Eh bien, pour les autres crédits d'impôt, on vous renvoie donc au slide, et puis nous allons nous intéresser maintenant à un gros morceau, qui sont des grandes nouveautés en matière de TVA. Donc, pour la TVA, nous accueillons Anne Benoît. Merci Anne d'être avec nous ce matin. Plusieurs mesures TVA, mais on va s'attarder sur les plus marquantes, les offres composites, et puis le très attendu groupe TVA. Alors, on commence par les offres composites. Le projet de loi revient sur ce sujet en matière de TVA, mais de quoi s'agit-il exactement? Merci Arnaud. Donc effectivement, on parle d'offres composites en matière de TVA quand un fournisseur propose plusieurs produits ou plusieurs services, voire un mixte des deux pour un prix unique. En matière de TVA, c'est un peu compliqué à gérer parce qu'il faut alors pouvoir déterminer le taux applicable à l'opération ainsi que toutes les règles de taxation alors qu'on est en présence d'un produit hybride. Très bien. Mais pourquoi est-ce si compliqué une nouvelle fois en TVA et que vient modifier la loi de finances à ce sujet? C'est compliqué parce que comme souvent, certains ont essayé de tirer de parti des règles qui n'étaient pas très précises. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les offres faites dans le secteur de la téléphonie et du multimédia, où les opérateurs vont tenter de faire bénéficier du taux réduit de TVA sur la presse, par exemple, le taux de 1, une large partie du forfait de téléphone taxé à 20%. Tirant les conséquences de cet état de fait, le législateur repose donc des bases plus tranchées sur ces sujets. Ainsi, le PLF introduit un nouvel article 257 ter qui définit la notion de prestation complexe conformément aux principes qui ont pu être dégagés par la CJUE. Parfait, on y voit un petit peu plus clair sur ce qui est compliqué, mais alors, qu'est-ce qu'une prestation complexe dans un univers compliqué? Alors, une opération complexe pour la TVA, c'est une opération composée de différents éléments qui sont si étroitement liés les uns aux autres qu'ils forment objectivement, aux yeux du consommateur envisagé comme un consommateur moyen, un produit unique. Et le projet de texte rajoute, à l'instar de ce que nous dit la Cour de justice de l'Union, que la décomposition de ce produit unique en plusieurs prestations ou éléments revêtirait un caractère artificiel. Si on prend un exemple très concret, ce serait celui d'un séjour à Center Park. Est-ce que l'accès à la piscine est un élément prédominant ou accessoire de l'offre de logement et autres loisirs proposés, par exemple la location de vélo? Si l'on conclut que la piscine forme un tout indissociable avec l'hébergement et conditionne en quelque sorte le choix des clients, alors toute la prestation va être considérée comme une prestation unique, suivant le régime TVA de la prestation principale. Dans le cas de Center Park, d'ailleurs, c'est ce que le Conseil d'État a jugé, puisqu'il a considéré qu'il y avait une prestation unique et que tant le séjour que l'entrée à la piscine devaient être taxés au taux réduit de 10% propre aux prestations hôtelières. Finalement, la piscine n'est qu'un élément qui permet de mieux bénéficier de la prestation principale et n'est pas un élément autonome déterminant à lui seul le choix du consommateur. Soit. Et qu'en est-il des prestations qui ne sont pas accessoires, mais offertes pour un prix forfaitaire? C'est-à-dire notamment, par exemple, le cas des offres triple play des opérateurs de téléphonie mobile. Alors, sur le type de prestations que constituent les offres triple play, le législateur vient d'harmoniser les modalités de détermination de la base d'imposition.
Le nouvel article 268 bis vise ainsi toutes les offres présentées pour un prix forfaitaire et unique et qui inclut au moins un service de télécommunication, de radio, de télévision ou un service électronique. Le principe qui est posé est assez simple. On veut éviter que le taux de TVA réduit soit appliqué à une base trop large. Par exemple, si un abonnement de téléphone est vendu à 100 euros par mois et un abonnement téléphone plus presse en ligne vendu à 120 euros, le taux réduit ne pourra s'appliquer que sur les 20 euros. Autrement dit, sur la différence entre le prix de l'offre packagée et l'offre isolée. Jusqu'à présent, la pratique consistait plutôt à appliquer le taux réduit sur une base plus élargie. Par exemple, si on reprend notre même illustration, sur 30 euros. Cela voulait dire que l'abonnement de téléphone coûtait en fait moins cher quand il était vendu avec un service de presse que quand il était vendu seul. Cherchez l'erreur. Merci beaucoup. Les opérations complexes deviennent évidemment beaucoup moins complexes avec vous, Anne. C'est formidable. Alors, pour vous donner quelques exemples, sans rentrer dans des considérations trop techniques, voici des points que nous avons relevés. Le projet de loi de finances introduit de nouveaux articles que sont les articles 278 O, OA, OB. Et selon l'article 278 O, lorsqu'une opération comprend des éléments autres qu'accessoires, alors on ne définit pas ce qu'est un élément accessoire, on ne définit pas non plus du coup ce que c'est un élément autre qu'accessoire, mais enfin toujours est-il que quand une opération comprend des éléments autres qu'accessoires, qui relèvent de taux différents, le taux applicable est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments. Ce principe nous paraît contraire au principe des communautaires et contradictoire avec les règles, notamment dont on vient de parler sur les offres triple play. Si on prend un exemple, aujourd'hui, quand vous allez au restaurant, quand vous alliez au restaurant et quand vous retournerez peut-être un jour au restaurant, vous pourrez prendre un menu qui propose pour un prix unique le plat avec un verre de vin. Pour autant, on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une prestation complexe puisque on ne peut pas dire que le vin soit l'accessoire du repas ou le repas l'accessoire du vin. Pour les besoins de la TVA, il est donc important de ventuler le prix du menu et appliquer le taux de 10 au repas et le taux de 20 au vin. Avec le nouvel article 278O, il semblerait que l'ensemble du menu doivent être soumis au taux le plus élevé, soit le taux de 20%. Merci beaucoup pour cet éclairage. On vous propose de passer maintenant à un deuxième sujet, grande nouveauté du PLF 2020 en TVA et qui pourrait être une mesure qui a pour objectif de soutenir la trésorerie des entreprises, comme les mesures IS qu'on a évoquées. C'est l'introduction en France, cocorico, du groupe TVA à compter du 1er janvier 2023. En fiscalité, quand on parle de groupe, on veut parler en général de groupe d'intégration fiscale. On connaît bien tous les contours de ce dispositif. Les sociétés qui composent un groupe économique ont en principe des intérêts économiques qui convergent, mais chacune reste pourtant soumise à des règles fiscales qui ne tiennent pas compte, théoriquement, de l'existence des autres. En France, nous disposons à ce titre de plusieurs dispositifs visant à rendre plus attractive la fiscalité des groupes, à former une sorte de tout. À ce titre, en matière d'IS, on la connaît bien encore une fois, l'intégration fiscale regroupe des structures reliées par des liens capitalistiques et permet, le plus souvent, c'est pour ça qu'on le fait, une économie d'impôt pour l'ensemble des groupes français qui y ont recours. Pouvez-vous définir d'abord, Anne, ce qu'il faut entendre par groupe TVA? Y a-t-il ce même objectif d'économie d'impôt? Alors, le groupe TVA, qui est largement répandu dans la plupart des États membres, a le même objectif qui est celui de neutraliser la TVA au sein d'un même groupe intégré, de sorte que seule la tête de groupe ait la qualité d'assujetti au sein du groupe. En revanche, la comparaison avec l'intégration fiscale s'arrête là. Le groupe TVA n'est pas une intégration fiscale au sens IS. Il ne concerne que la TVA et uniquement cette taxe, à l'exclusion de l'impôt sur les sociétés, donc des prix de transfert et même de la taxe sur les salaires, contrairement à ce que laissait supposer la première mouture du texte. Quid du groupe de consolidation de la TVA que nous connaissons? Est-ce que c'est la même chose? Sur la consolidation de TVA, c'est pas exactement la même chose parce que ce groupe de TVA mis en place en 2012, de consolidation de TVA en 2012, était destiné plus ou moins à préparer le terrain à un éventuel groupe TVA. Et il permettait, sous des conditions assez strictes, de neutraliser au sein d'un groupe le paiement, et uniquement le paiement de la TVA. Donc l'intérêt de ce groupe était limité au groupe dont certaines sociétés étaient créditrices, alors que d'autres étaient débitrices de TVA. Mais en revanche, pour le reste, la TVA était bel et bien gérée au sein de chacune des entités de façon autonome. Ces dernières restaient des assujettis indépendants aux yeux du fisc.
Il faut rappeler au passage qu'il y a eu un intérêt très, très mitigé sur cette mesure pour les contribuables, malgré un intérêt certain en termes de trésorerie. Bon, concrètement, qu'en est-il de ce fameux groupe TVA que nous attendons? Pouvez-vous nous le rendre intelligible en quelques mots? Alors, plusieurs choses à retenir sur le groupe TVA, notamment son périmètre, les conditions d'éligibilité et les modalités d'application. Si on commence par la définition et le périmètre, le groupe TVA consiste à rassembler sous un assujetti unique des entités qui sont liées entre elles selon plusieurs critères financiers, économiques et de l'organisation. À l'heure où on se parle, cet premier élément d'identification pose déjà quelques difficultés puisque ces trois critères doivent être remplis cumulativement. Or, on se pose la question de l'appréciation de ces critères pour certains secteurs, notamment le secteur associatif qui semble de fait plutôt secteur comme le secteur mutualiste. On a souvent lu et entendu que les banques et les assureurs étaient concernés et vous parlez aujourd'hui du monde associatif. Mais un groupe industriel ou un prestataire de services doit-il se poser la question de la mise en place d'un groupe TVA? Alors, indéniablement, oui, tous les acteurs doivent se poser la question. Les frottements TVA peuvent exister dans tous les groupes. Par exemple, on a souvent vu des redressements TVA qui coûtent cher aux assujettis alors même qu'ils récupèrent la TVA à 100%. Notamment la compensation de factures en compte courant sans versement de la TVA qui génère des intérêts de retard et des pénalités et un risque de péremption de droits à déduction. Mais bien évidemment, les banques et les assurances sont les premières intéressées par cette mesure puisque l'Union européenne a finalement invalidé la pratique des groupements dits 261B qui permettait à des membres exerçant une activité exonérée ou n'ouvrant pas droit à déduction de se rendre des services en exonération de TVA. Là-dessus, l'exposé des motifs du projet de loi de finances est clair. Le groupe TVA va bien concerner tous les secteurs économiques, d'où notre interrogation sur l'articulation des critères d'éligibilité à certains secteurs en particulier. Et comment cela fonctionne-t-il? Alors, le groupe TVA, l'idée, c'est de désigner une tête de groupe qui sera chargée de gérer la TVA du groupe. Au sein du groupe, les flux sont neutralisés du point de vue TVA. D'un point de vue pratique et calendaire, une fois les conditions qu'on a rappelées plus haut étant remplies, une option doit être formulée en octobre de l'année précédant l'entrée en vigueur du groupe. Au plus tard, donc, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023, il faudra formuler une option au plus tard le 31 octobre 2022. Alors, si on devait attirer votre attention sur certaines dispositions, parce que vous verrez dans les slides, on a été un peu plus détaillé, mais le temps nous manque. Les points les plus importants, à notre sens, sont les suivants. Déjà, il faut retenir qu'on ne peut pas être membre de plusieurs groupes TVA. Le deuxième point, c'est sur l'entrée dans le groupe TVA. Cette entrée, elle ne sera pas fiscalisée. Le législateur prévoit en effet l'application de l'article 257 bis sur le transfert universel de patrimoine. Et donc, il n'y aura pas de taxation lors de l'arrivée dans le groupe et pas de régularisation de la TVA éventuellement déduite au titre des immobilisations antérieurement à l'entrée dans le groupe. Et le dernier point qu'il faut retenir, c'est que seules les entités établies en France pourront être membres du groupe. Et vous verrez que là, l'administration prévoit déjà l'application de la jurisprudence Candia sur les relations siège-succursale, mais on en reparlera tout à l'heure dans les différentes décisions de jurisprudence. En pratique, que doit-on faire aujourd'hui sur ce sujet puisqu'une entrée en vigueur n'est pas possible avant 2023? C'est loin 2023. Aujourd'hui, si l'on veut se préparer, il faut déjà, à notre sens, réfléchir sur l'opportunité au sein des groupes de mettre en place un groupe TVA. Et notamment, il faut réfléchir à la méthodologie à appliquer ainsi qu'aux impacts de cette mise en place. On disait que tous les assujettis sont concernés. Il faut cependant se poser la question pour les assujettis récupérateurs à 100% en termes de taxes sur les salaires. En effet, je tiens à attirer particulièrement votre attention sur le fait qu'en l'état des textes, pour les assujettis récupérateurs à 100%, on craint un impact négatif en TS, puisque les flux intragroupes qui seront neutralisés pour la TVA seront considérés comme hors champ. Et s'ils sont comme hors champ, ils viendraient donc s'ajouter au prorata de taxes sur les salaires et potentiellement, s'ils représentent plus de 10% du chiffre d'affaires du membre du groupe, ils pourraient conduire à un assujettissement à l'ATS du ou des membres concernés. Alors, en revanche, ce point-là, pour les banques et l'assurance, n'est pas révélateur, puisque l'intérêt financier pour ces secteurs est beaucoup plus évident.
Et l'action à mener est double dans leur cas, car la mise en place du groupe TVA ne doit pas faire oublier que la restructuration nécessaire des groupements de fait qui cesseront d'être tolérés à compter du 1er janvier 2023 pour tous les acteurs dont l'activité ne sera pas considérée comme une activité d'intérêt général. Pour terminer sur ce sujet, juste un dernier point d'actualité. Le projet de texte français a été soumis, comme le prévoit le texte de la directive, à la Commission européenne pour avis en octobre dernier. Et le rapport émis par le VAT Committee vient d'être publié le 16 novembre et il renvoie l'administration française à sa copie sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la définition des liens économiques et financiers lorsque le critère capitalistique ne peut trouver à s'appliquer, notamment dans le cadre des secteurs mutualistes ou du logement social. Par ailleurs, la Commission demande à la France de préciser les règles de droit à déduction qui s'appliquent aux dépenses mixtes qui sont utilisées par plusieurs membres d'un groupe TVA qui auraient des prorata de déduction différents. Il faudra donc suivre ce sujet avec attention au cours des prochains mois parce qu'on attend encore pas mal d'évolutions et d'ajustements sur la mise en place de ce groupe TVA. Merci pour ce point. On reparle de TVA dans quelques instants. Oui, donc pour rebondir sur ce que vient de dire Anne, peut-être 3 points. Le premier point, effectivement, sur l'objectif ou pas, enfin en tout cas l'intérêt à opter pour le groupe TVA, ça va effectivement, ça peut concerner tout le monde, Anne l'a dit, mais effectivement, compte tenu des enjeux, surtout pour les assujettis partiels, ça va concerner les banques, l'assurance, les assurances, le logement, certainement aussi, le logement social, et le monde postal, dont je suis ici le représentant, puisque nous sommes un groupe un peu particulier, un groupe industriel, mais qui a également une grande banque, une grande assurance. Donc vous voyez qu'on est en plein dans cette problématique du groupe TVA. Pour autant, effectivement, pour l'opportunité ou pas d'opter pour le groupe TVA, il faut avoir toutes les données. Première donnée, c'est les droits à récupération. Parce que là, aujourd'hui, on attend, suite à la loi de finances, il y aura certainement un décret sur la façon de récupérer la TVA, en distinguant les dépenses communes, les dépenses qui sont affectées, des pourcentages de déduction ou des prorata groupes, mais également des prorata par filiale qui pourraient être constitutifs de secteurs distincts. Bref, il y a tout un mélange de textes qu'il va falloir gérer entre les anciens textes qui géraient la déduction de la TVA et comment ces anciens textes vont venir s'intégrer dans ce nouveau cadre qu'est le groupe TVA. Donc, les enjeux financiers et les projections qu'on va faire par rapport au flux de TVA intragroupe, ça va être quelque chose qui va devoir être fait en 2021, parce que effectivement, au 1er janvier 2023, ça peut paraître loin. L'option doit être prise en octobre 2022, mais je pense que pour les groupes qui seraient susceptibles d'être intéressés par cette option, il y a un gros travail à faire de simulation, mais évidemment, cette simulation devra être faite, je dirais, par rapport au texte que l'on attend. Donc, le texte de la loi de finances, c'est une base. Attendons le décret sur la récupération de TVA. Deuxième point, attention effectivement, et Anne l'a dit, à la taxe sur les salaires, puisque par définition, si les flux intragroupes sont considérés comme hors champ, ils vont générer, je dirais, des flux qui rentreront dans le prorata de taxe sur les salaires. Pour prendre un exemple, par exemple une société ou une filiale d'un groupe qui serait à 100% une société de moyens vis-à-vis d'une autre filiale du groupe, l'ensemble de ces flux serait exonéré de TVA, enfin en tout cas serait mis hors champ de TVA, et donc la logique, ça voudrait dire que 100% de ces salaires sont soumis à la taxe sur les salaires. Donc vous voyez, là c'est un peu caricatural, mais c'est les conséquences de l'option à ce groupe TVA. Donc là aussi, l'impact taxe sur les salaires doit être pris en compte au même titre que l'impact droit à déduction. Et enfin, troisième point, et là c'est peut-être le comptable qui parle, il y a aussi le problème des SI, des systèmes d'information. Parce que quelque part, il va falloir que les systèmes de facturation en aval, en amont, le suivi des dépenses, communes, pas communes, affectées, pas affectées, donc tous doivent être suivis avec un nouveau critère qui est est-ce que ce flux est lié à une opération intragroupe et quel est le niveau de récupération de la société à qui on facture. Voilà, et donc ça veut dire que nos SI comptables, nos SI de facturation vont devoir gérer cette
complexité nouvelle. Donc, ça veut dire aussi un délai de mise en place avec dans nos ERP. Voilà. Donc, ça aussi, c'est pour ça que l'année 2021 et l'année 2022 ne seront pas de trop ces 2 années, pour mettre aussi, si on devait décider une option au groupe TVA, pour mettre en place les éléments qui permettront de suivre les flux et évidemment, comme l'a dit Anne, de faire une seule déclaration de TVA pour l'ensemble du groupe, puisqu'il y aura plus qu'un seul redevable. Donc là aussi, ça demande des schémas internes. Et ensuite, on pourra peut-être s'interroger, je crois que le point n'a pas été soulevé, et on a fait tout à l'heure le parallèle avec l'intégration fiscale. Quid des gains ou des pertes liées à un prorata groupe? Et est-ce que ces gains ou ces pertes sont ou non répercutés au niveau des filiales? Donc ça, c'est une interrogation. J'ai pas la réponse, mais ça sera intéressant de voir si, par exemple, dans un groupe, une filiale qui a un chiffre d'affaires totalement taxable, par exemple à l'extérieur, rentre dans le groupe et génère quelque part une hausse du taux de récupération du groupe. Est-ce qu'elle doit en être remerciée? Comment? Voilà, c'est une question qu'on peut peut-être se poser aussi. Voilà, donc je dirais que le groupe TVA, quelque part, c'est quand même une inconnue. Une inconnue. Ça devrait principalement, comme on dit, concerner certains secteurs de fait. Mais bon, je pense que tous les groupes doivent quand même se poser la question de l'opportunité ou pas d'opter pour ce groupe. Merci Bernard, j'ai toujours rêvé de dire ça. Maintenant, nous accueillons Étienne Giroux qui va nous parler contrôle fiscal avec en réalité 2 angles. Le premier angle étant quid des délais de prescription cette année avec le Covid. On sait qu'il y a des reports, mais comment ça marche? Et puis, quelle pratique du contrôle fiscal? On en a tous en cours ou vu. Mais comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça, Étienne? Bonjour à tous. Nous vivons actuellement une situation inédite. La crise sanitaire a eu des conséquences importantes sur le déroulement des contrôles fiscaux. Je voulais partager avec vous quelques réflexions et quelques expériences que nous avons pu rencontrer cette année. Alors, tout de suite, un premier sujet qui nous intéresse tous, ce sont les mesures particulières qui ont été prises par le gouvernement pour faire face à cette interruption de l'activité, puisqu'au-delà des modalités bien compliquées pour beaucoup d'entre nous de l'exercice de nos activités à partir du mois de mars, l'administration fiscale, de son côté également, a été confrontée à ces obligations de télétravail et de difficultés de réalisation de leurs opérations de contrôle. Cela s'est caractérisé par une première mesure qui a visé à prolonger les délais de prescription. L'administration fiscale a obtenu du gouvernement que plusieurs ordonnances soient prises afin de gérer un aménagement des délais qui pouvaient être échus pendant la période d'urgence sanitaire. La principale mesure visée dans ces dispositions concerne la création d'une période qui est juridiquement protégée. À compter du début de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire du 12 mars de cette année jusqu'au 23 juin inclus, le texte a créé une période protégée qui va jouer, comme nous le verrons, sur plusieurs dispositifs, tant en matière de délai de prescription que de calcul des intérêts de retard, par exemple. Donc, cette période vise à suspendre en réalité les délais fiscaux puisque, de façon très concrète, les contrôles fiscaux ont été interrompus au mois de mars, en tout cas pour les interventions sur place. Donc, en conséquence, l'impact principal pour vous, c'est que les délais de reprise sont touchés par ces mesures. Nous avions tous l'habitude, le 31 décembre, d'attendre avec impatience la prescription de l'année N-3 en nous disant « ça y est, N-3 va tomber dans l'oubli fiscal et les différences d'interprétation de texte que nous pourrions avoir avec le service vérificateur vont être derrière nous ». Cette année, il va falloir changer nos réflexes puisqu'on ne pourra pas trinquer à la santé de l'exercice 2017 tombant dans les oubliettes. Il va falloir attendre pour cela le 14 juin 2021. Donc, de façon très concrète, le service vérificateur pourra, jusqu'au 14 juin 2021, envoyer une proposition de rectification qui couvrira également l'exercice 2017. Le champ d'application de cette mesure est très large puisque ça vise à peu près tout type d'impôt,
Vous avez le détail dans le BOFIP venant commenter ces dispositions. Donc attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Il va falloir attendre au-delà de la clôture de l'exercice sur des risques, des événements qui seraient afférents à l'exercice 2017. Autre chose à retenir sur ce sujet-là, donc le droit de reprise, nous venons de le voir prolongé. L'autre sujet qui est le plus intéressant, je pense, en matière de contrôle fiscal, ça va être le calcul des intérêts de retard. Donc, une chose simple à retenir, quand votre contrôle fiscal s'était terminé en 12 mars de cette année, vous serez sur un calcul, je dirais, habituel des intérêts de retard. En revanche, si vous avez un contrôle fiscal qui n'était pas encore achevé au 12 mars 2020, soyez très attentifs au mode de calcul puisque la période qui était juridiquement neutralisée va être déduite du calcul de l'intérêt de retard. Donc, encore plus que les autres années, vérifiez bien le calcul des pénalités et intérêts de retard dans les propositions de rectification. Alors, au-delà de ces dispositions prises par ordonnance, je pense que c'est intéressant de prendre quelques instants pour s'arrêter sur l'évolution qui est liée à la fois à les situations sanitaires, mais peut-être de façon plus globale du contrôle fiscal et des modalités d'exercice du contrôle fiscal. On s'est retrouvé dans une situation cette année où effectivement l'administration a dû passer sur un mode télétravail, être peut-être encore moins présente physiquement dans les entreprises qu'elles pouvaient l'être auparavant. Et ça soulève quand même un certain nombre de réflexions dans vos équipes également, y compris en ce moment où encore beaucoup d'entreprises ont un télétravail extrêmement répandu. Vous arrivez sur des périodes de clôture au cours desquelles vous étiez habitué à travailler de façon étroite avec les équipes des directions comptables notamment, et beaucoup d'entre vous ont encore à gérer ces obligations de travail à distance. La première réflexion qu'on peut se faire, c'est de se dire finalement, est-ce que je suis suffisamment prêt à affronter un futur contrôle fiscal? C'est-à-dire, est-ce que mon organisation est parfaite pour pouvoir faire face le jour venu aux demandes d'un vérificateur? Seconde réflexion peut-être, ça porte aussi sur la dématérialisation de tous mes éléments justificatifs. Alors bien évidemment, on a tous en tête la généralisation de cette dématérialisation du contrôle. Point d'attention parce qu'on voit encore trop de fichiers d'écriture comptable qui ne sont pas irréprochables et l'administration monte aussi les curseurs en termes de vérification, d'application de pénalités. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, inscrivez absolument dans vos calendriers de clôture les sujets de vérification de vos FEC et de façon plus générale, la préparation de vos dossiers pour le contrôle. Merci Étienne. Nous accueillons maintenant Patrick Morgenstern qui, comme chaque année, va nous parler de sujets extrêmement pointus mais hautement passionnants. Patrick, essayez de respecter le timing s'il vous plaît un petit peu. Et ce sera les charges financières et l'intégration fiscale. La parole est à vous Patrick. Bonjour, donc en ce qui concerne les charges financières, après un an d'application, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de la manière dont ça s'est passé dans les différents groupes? Alors sur le plan de l'organisation de ce dispositif, on peut considérer qu'il y a eu quand même quelques soucis. D'abord, on peut constater que la manière de remonter les informations, le fait que les informations soient obligatoires au niveau de la mère intégrante, oblige cette dernière à demander à chacune de ses filiales les différentes informations. Alors certaines de ces filiales ne sont pas toujours à même d'appliquer ce dispositif. Il y a beaucoup de petites filiales dans les groupes intégrés et ça, c'est déjà un premier problème, si vous voulez, d'ordre pratique. Il y a également le fait que le dispositif est un mécanisme qui se déroule, qui s'applique en fin de chaîne. Donc on est obligé d'avoir le résultat du groupe pour pouvoir l'appliquer, donc ce qui est quand même évidemment compliqué. Et je dirais même, ça va encore même au-delà, puisque certaines informations qu'il est nécessaire d'avoir pour faire le calcul, eh bien, sont des informations qui nécessitent d'avoir déjà fait le calcul. Par exemple, quand on parle de la consolidation à la clôture de l'exercice, dans la consolidation, il y a le montant de l'impôt de l'exercice. Et donc, en principe, c'est après avoir calculé les charges financières qu'on l'aura. Donc, ça peut aussi poser quelques soucis.
On peut constater également que du point de vue de l'organisation, ça a entraîné un rapprochement, ça c'est plutôt une bonne chose, un rapprochement entre les services de consolidation et les services d'intégration. De ce point de vue-là, c'est très bien. Ça permet aux uns et aux autres, si vous voulez, de se sensibiliser aux soucis des autres. Et c'est bien. La seule difficulté, c'est que il faut que dans les groupes, tout le monde fasse l'effort de se rapprocher et de comprendre les aspects techniques, étant entendu que ces aspects techniques, ça ne s'apprend pas, si vous voulez, en quelques jours. Ce sont des techniques, la consolidation comptable d'un côté, les régimes de groupe, les charges financières de l'autre. Ce sont des techniques qui mettent des années à bien pouvoir les comprendre et les appliquer. Et donc, il y a une certaine difficulté quand même, évidemment, à rapprocher tout le monde. Les prévisions sont difficiles à faire également, ça aussi c'est un souci. Il y a tellement de paramètres dans le dispositif des charges financières nettes que, on a beaucoup de mal à faire des prévisions. On a également, dans la même veine, l'obligation de refaire les calculs à chaque fois qu'il y a un contrôle fiscal, puisque quand il y a un contrôle fiscal, il y a un résultat fiscal qui change. Donc, le BDA fiscal du groupe, va changer et donc par conséquent, tout peut basculer, voire, être complètement modifié. Si on était juste près d'un seuil, on peut basculer sur un autre seuil et avoir un effet qui est, très différent. Là aussi, calcul assez lourd si vous voulez, à faire. Alors, à propos des seuils, c'est un vrai souci également. Le fait d'avoir un système où, dès qu'on a dépassé un certain seuil, tout bascule. Je suis sous-capitalisé si, telle grandeur va jusqu'à 1000 et au-dessus, je ne suis plus capitalisé. Alors, si effectivement ma grandeur, je suis à 980, je vais me poser des questions pour savoir, voilà, que faire? Est-ce que j'ai bien fait mes calculs? Est-ce que les différents postes que j'ai pris, ce sont les bonnes options? Et cetera, et cetera. Donc ça, c'est quand même des soucis d'ordre pratique qui sont pas, forcément négligeables. De manière générale, tous les systèmes où il y a un effet de seuil, c'est toujours très ennuyeux. Alors, on a également, mais on va y revenir, l'obligation de faire des consolidations spécifiques. Ça, je dirais, c'est des soucis d'organisation, mais c'est aussi des soucis techniques. Du point de vue des, soucis, techniques que l'on peut, rencontrer, là, on peut évidemment, il y en a beaucoup, je vais vous en parler de quelques-uns seulement, bien sûr, on va pas tout voir. On va voir, quelques soucis techniques concernant, le calcul du montant des charges financières, c'est-à-dire le poste charges financières nettes, qui est le cumul des charges financières brutes plus des produits financiers bruts. On va essayer de voir, quelles sont les quelques difficultés déjà qu'on a pu rencontrer, il y en a bien d'autres, hein. Il y a le cas des intérêts négatifs. Quand, à l'intérieur des groupes, il y a des intérêts négatifs, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça fait partie du champ d'application ou pas? Certains pensent que ça serait logique que ça en fasse partie. D'autres considèrent au contraire que c'est plutôt, un service, hein, un intérêt négatif et ça ne devrait pas rentrer dans la définition des charges financières. On n'a pas pour l'instant, de réponse très nette à apporter à ce sujet. Ça serait bien que l'administration effectivement apporte, son avis, étant entendu que même avec l'avis de l'administration, on pourra toujours avoir des surprises au niveau de la jurisprudence sur un domaine de cette nature, mais faut-il encore qu'il y ait des litiges et des jurisprudences évidemment pour le savoir. Donc, voilà. Donc la réponse n'est pas forcément pour demain sur ce sujet. Alors, il y a également le problème des montants qui sont mis à disposition, enfin, en gros, les droits de tirage. Quand une société dispose d'un droit de tirage sur une banque, la banque lui facture un montant. Est-ce que ce montant fait partie des charges financières? Euh, on peut considérer, enfin personnellement, je considérerais que, ces montants que l'on verse pour avoir droit à un droit de tirage, je considérerais que c'est plutôt, si vous voulez, des commissions. D'ailleurs, sur le plan comptable, ce ne sont pas des montants qui sont classés en charges financières, ce sont des montants qui sont classés dans les comptes de commission. Et je ne serais pas étonné quand même que ça soit plutôt, dans le cadre de cette, dernière analyse qu'il faudrait se placer. Mais alors c'est des points qu'on a évoqués dans l'ouvrage, hein, sur l'intégration fiscale. Donc, à voir, évidemment ce que dira l'administration et éventuellement la jurisprudence plus tard. Mais pour l'instant, voilà, voilà en tous les cas quelle est, ma position sur le sujet. Il y a les frais de dossier. Le frais de dossier, le code général des impôts renvoie finalement au code, de la consommation, enfin plutôt l'administration renvoie au code de la consommation. Heu, Est-ce que c'est pas toujours une notion qui est très simple à appréhender, hein? En tous les cas, une chose est certaine, c'est que ce ne sont que les frais qui sont versés à la personne qui prête, le montant, mais pas les frais qui sont versés à des personnes qui ne sont pas qui sont extérieures au prêteur.
Et puis, de manière générale, on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de groupes qui avaient des cas particuliers. Comment faire lorsqu'on a un cas particulier qui ne rentre pas forcément dans les cases de ce qui est prévu par la loi? Alors, pour ma part, voilà comment je vous propose de raisonner. On va raisonner de la manière suivante. Ce cas particulier, j'arrive à le faire rentrer dans une des cases du code général des impôts, voire des précisions administratives? Si c'est le cas, l'affaire est à peu près réglée. Si ce n'est pas le cas, alors la question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est quel est le traitement comptable de ce montant? Est-ce que c'est, des charges financières, ou au contraire, ce sont d'autres charges? À mon avis, le traitement comptable peut être un très bon élément, pour déterminer dans quelle catégorie on se situe. Maintenant, ce n'est pas forcément une vérité absolue, et si jamais vous êtes dans une situation où les montants sont conséquents, il s'agit d'un cas particulier, et en particulier, si vous suivant que vous répondez oui ou non, ça vous fait basculer, si vous voulez, d'une situation à l'autre de manière importante, je crois qu'il faut quand même, être prudent dans ce domaine, et il est préférable à ce moment-là d'aller tout simplement interroger l'administration. L'administration est là aussi pour aider les groupes. Il ne faut pas hésiter à aller l'interroger lorsqu'on a des difficultés de cette nature. Alors en ce qui concerne, le calcul de l'EBITDA, fiscal, d'ensemble, là aussi, quelques points qu'on peut déjà aussi signaler sur le plan technique. D'abord les amortissements évidemment. Alors les amortissements, les reprises d'amortissement, un premier point, c'est faut-il, la question qu'on m'a souvent posée, faut-il tenir compte des reprises d'amortissement, dès lors que, les dotations, dont elles sont issues, ont été constatées avant 2019, c'est-à-dire avant la mise en place du dispositif. Évidemment, pour éviter d'avoir un effet négatif sans avoir eu l'effet, positif. Eh bien, malheureusement, les textes ne laissent pas beaucoup de place, à la fantaisie, et là, malheureusement, je crois que les reprises d'amortissement qui sont liées, à la cession des biens à l'extérieur, je pense que malgré tout, même si les dotations ont été constatées avant la mise en place du dispositif, je vois mal comment on pourrait ne pas, les retenir comme c'est prévu dans la loi. De la même manière, il faudra faire très attention aux amortissements, puisque les amortissements, ce n'est pas que la somme des dotations et reprises d'amortissement constatées par les différentes sociétés du groupe intégré. C'est également, ce montant, mais corrigé des différentes rectifications, intragroupes, que l'on a pu faire dans les 2058 ER, notamment les suppléments d'amortissement. Mais également, il faudra s'interroger pour savoir si lorsque, un bien a fait l'objet d'une cession intragroupe et qu'il est vendu à l'extérieur, lorsque la plus-value est réintégrée dans le 2058 ou dans le 2058 est-ce que là-dedans, il y a également une correction d'amortissement, à gérer ou pas? C'est un point également technique qui est développé également dans l'ouvrage sur l'intégration fiscale auquel vous pourrez vous référer. N'oubliez pas également que pour les mises au rebut, il y a un dispositif, de tolérance particulier qui a été mis en place, et évidemment essayez d'en profiter, ne l'oubliez pas lorsque vous faites les traitements des amortissements. Une autre question également qui se pose dans ce domaine, c'est pour les contrats les loyers de crédit beau, loyer de crédit bail, est-ce que la partie amortissement des loyers de crédit bail, est-ce que ça doit rentrer dans le calcul de l'EBITDA ou pas? On sait bien qu'il y a pas la partie financière qui rentre dans les charges financières. Est-ce que l'autre partie, fait partie des amortissements? Malheureusement, je crois que la réponse est non. On voit mal comment est-ce qu'on pourrait déqualifier une partie du loyer en amortissement. Voilà, ça serait logique de le faire effectivement, mais les textes actuellement ne laissent pas, à mon avis, de place pour faire ce calcul. On a également le cas des montants qui sont imposables à 10. Alors là aussi, faites attention, mais ça, je crois que, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Lorsqu'on est au niveau d'un groupe intégré, c'est le montant qui est imposable au niveau du groupe à 10 ou à 19 évidemment qu'il va falloir retenir, et non pas la somme des résultats à 10 ou à 19 qui éventuellement auraient été imposables dans les sociétés. Pour les 10, ça de surcroît, ça n'aurait pu être que le 2058 à bis, puisque dans le cas du 10, le calcul se fait au niveau du groupe. Enfin, il y a les amortissements des frais d'émission d'emprunt qui peuvent aussi poser un petit souci. Heu, Traditionnellement, l'administration savoir est-ce que c'est des amortissements ou pas. Traditionnellement, l'administration considère, elle le marque dans son BOFIP d'ailleurs, BOFIP sur les frais d'émission d'emprunt, elle considère que ces amortissements, ne sont pas assimilés à des dotations aux amortissements d'immobilisation, dont acte, donc a priori, ça ne devrait pas pouvoir se faire, mais ça s'appelle amortissement, et là aussi, peut-être qu'il y a une place au doute, un doute sérieux. En ce qui concerne
Là, c'est un gros morceau en fait, hein. Vous savez très bien qu'il faut faire des consolidations et quand on est dans un groupe intégré, il faut faire une consolidation aux bornes du groupe intégré. Tout ça, voilà, je crois que maintenant, tous les groupes ont commencé à bien comprendre comment ça fonctionnait. Heu, Question, lorsqu'on fait la consolidation du groupe intégré, donc aux bornes de l'intégration, quel périmètre donner à cette consolidation? En effet, pour les clauses de sauvegarde, c'est-à-dire quand on a, la consolidation d'intégration pour faire les, comparaisons de ratios avec les clauses de sauvegarde, bien on nous dit qu'on doit retenir les sociétés intégrées qui sont, consolidées par intégration globale dans la consolidation générale. Ce qui veut dire que les petites sociétés intégrées qui sont, hors consolidation générale, parce qu'elles ne sont pas significatives, en principe, elles n'ont pas à rentrer dans le périmètre de la consolidation d'intégration pour le calcul de ces ratios. Et on nous dit même que ces sociétés, bah, finalement, il y a une similitude, si vous voulez, c'est le BOFIP d'ailleurs qui précise cette situation, qu'il y a une similitude finalement de situation entre le périmètre d'intégration et le périmètre général. Ces sociétés n'y figurent ni dans l'un ni dans l'autre. Bon. Maintenant, quand on va calculer le critère pour savoir si le groupe intégré est sous-capitalisé ou pas, est-ce que, c'est le même périmètre? Bah, a priori, on devrait, pour ce critère-là, au contraire, faire un périmètre d'intégration qui comprend toutes les sociétés intégrées, même les petites. Parce qu'on va prendre toutes les dettes, moyennes sur les sociétés liées et non intégrées pour savoir si on est, sous-capitalisé ou pas et donc les fonds propres qu'il faut retenir, moi à mon avis, il faut retenir la totalité. Donc ce qui voudrait dire qu'on aurait 2 périmètres d'intégration si vraiment on suit ce raisonnement. Là, c'est une véritable également difficulté. Toujours pareil pour les fonds propres, de l'intégration, les fonds propres consolidés de l'intégration. Un petit, sujet se pose pour les minoritaires. Si par exemple on a un bilan consolidé intégré, avec, dans mon exemple, des majoritaires, qui font 980 et puis des minoritaires qui font 20, heu, quand on va faire, le calcul alors pour, le calcul concernant si vous voulez les clauses, le critère de la sous-capitalisation, je pense qu'il faudra s'en tenir à ça. Mais quand on va utiliser ce bilan pour faire le calcul des ratios, c'est-à-dire par rapport à la consolidation générale, faut-il de surcroît appliquer à la partie majoritaire le pourcentage de la mère ultime dans la société mère intégrante? Autrement dit, ici, si la mère ultime a 80% de la mère intégrante, doit-on retenir pour ces ratios 980 ou 980 multiplié par 80, c'est-à-dire 784. C'est pas tout à fait la même chose. A priori, c'est plutôt cette deuxième solution, moi, qui me paraîtrait plus conforme. Et puis, toujours pour les consolidations et les clauses de sauvegarde, on peut citer également le cas des fonds propres négatifs, hein, qui parfois peuvent poser un problème. Enfin là, je crois que l'administration a apporté des réponses après quelques hésitations. Elle a apporté des réponses qui, en général, balayent la plupart des cas. Il y a un ou deux cas qui peuvent poser problème et qui sont tout à fait marginaux. Et puis dire que également, quand le groupe intégré a un périmètre de conso qui est identique à celui du groupe consolidé général, ben, on peut considérer que les ratios vont toujours fonctionner. En tous les cas, c'est ce qui résulte des textes. Voilà, et l'administration n'a pas fait de commentaire sur ce point, mais a priori, c'est ça. En ce qui concerne quelques précisions. Alors, attention, quand une société rentre dans l'intégration, les reports sont gelés. Question, comment gérer la trace de ces reports? Puisqu'ils ne sont pas reportés directement sur les états CERFA qui sont déposés. Donc il faudra bien prendre garde à conserver la trace de ces reports et surtout pouvoir démontrer leur origine. Si quand la société ressortira, elle voudra les utiliser, évidemment, il faudra pouvoir démontrer qu'on avait bien à l'entrée un tel ou tel montant, étant entendu que la sortie pourrait très bien intervenir dans plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc il y a intérêt quand même à garder la trace de tout cela. Attention, pareil, au report de charges financières nettes d'ensemble et aux excédents de capacité de déduction inemployée d'ensemble pour la mère intégrante. Quand le groupe sort, ne pas oublier que ces montants vont devenir la propriété intrinsèque de la mère de l'expert intégrante. Et si jamais cette expert intégrante rentre à nouveau dans un nouveau groupe, eh bien pour elle, ça constituera des montants antérieurs à l'intégration qui seront gelés. Donc, de charges financières nettes d'ensemble en report, ça pourrait devenir des charges financières nettes propres à l'ancienne mère, gelées de surcroît. Donc vous voyez, il faudra faire attention en cas de sortie, si vous voulez, à ne pas être bloqué par ce mécanisme. De la même manière, dans les cas de restructuration, ne pas oublier qu'il a été prévu des
des agréments éventuellement pour pouvoir transférer de la même manière un peu que les déficits, ces différents montants de report, de charges financières nettes et d'excédent de capacité de déduction inemployée, y compris les transferts de plein droit maintenant qu'on peut faire sans agrément en dessous d'un certain seuil. Donc, le dernier petit sujet concernant les reports, également, dans les consolidations, on peut considérer que ces reports peuvent entraîner des impôts différés. Alors, il n'y a que les charges financières nettes qui éventuellement peuvent entraîner un impôt différé actif. Attention, à mon avis, c'est très difficile à faire un impôt différé actif sur ces montants parce qu'il faut démontrer qu'on peut les utiliser et ça va être assez compliqué. Ça rejoint la première réflexion qu'on a faite tout à l'heure. Quant aux excédents de capacité de déduction inemployée, ne pas oublier que là, il n'y a pas d'impôt différé qui peuvent générer par cela parce qu'il n'y a pas de différence, si vous voulez, temporelle générée par ces excédents. Merci Patrick. Mathieu, suite à tous ces éclaircissements, dans la pratique, dans un groupe comme le tien, chez Bouygues, comment ça se passe ? Avec le recul, on se rend compte que finalement, globalement, dans les groupes, on est plutôt gagnant avec le nouveau dispositif. Par rapport à l'ancien rabot, on déduit finalement un peu plus de charges financières. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que ça suppose de faire considérablement travailler les consolideurs dans les groupes. Donc, on travaille beaucoup plus fiscalistes, consolideurs, main de la main. C'est toujours intéressant de travailler avec eux, d'apprendre de la consolidation. Pour eux, c'est une charge, c'est un surplus de travail assez considérable quand même. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'était de dire que dans les groupes, on fait des prévisions fiscales. Nous, on en fait à minima 3, 4, voire plus par an. Et c'est très difficile en fait, d'anticiper la charge future d'impôt qu'on va payer avec ce nouveau dispositif de charges financières. Et dans un souci de prudence, on a plutôt tendance à privilégier de prendre les 3, pour l'intégration fiscale, en tout cas de prendre les 3 millions d'euros plutôt que les 30% d'EBITDA, d'attendre la fin de l'année pour savoir si on a un EBITDA fiscal réel et de pouvoir le prendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, on va donner la parole maintenant à Sylvie Vacchieri, qui va nous parler de ce qui se passe cette année en assurance, puisqu'on a, je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup parlé des assureurs avec le Covid. Il y a un certain nombre de choses qui leur arrivent cette année. Sylvie, c'est à toi. Bien, s'agissant de l'actualité en matière de fiscalité d'assurance, les groupes d'assurance ont, comme tous les opérateurs du marché, été marqués par la crise sanitaire. Et sous le feu de l'actualité, ont constaté, ont dû contribuer à, d'une part, une contribution exceptionnelle appelée donc Covid, et un soutien aux PME, TPE et artisans. Donc cette contribution Covid en 2 tranches a été volontairement scindée sur 2 exercices afin de pouvoir corriger le cas échéant l'impact sur l'exercice 2021 d'une sinistralité qui serait rattrapée du fait du déconfinement ou d'autres incidences. Cette contribution va être déclarée en 2 temps. Au titre de 2020 au 31 janvier 2021, dans le cadre de la déclaration de TSA du 4e trimestre. La contribution au titre de 2021 sera déclarée et versée au plus tard le 31 janvier 2022. Et dans les 2 cas, une correction avec un versement de solde ou une correction au 30 juin de chaque année. De longs débats se sont engagés depuis cet été sur la possibilité de rattacher à l'exercice 2020 les 2 tranches de cette contribution, économiquement fondée, dans la mesure où elle a été déterminée sur la base de la sous-sinistralité constatée au printemps 2020. Pour autant, le projet de texte, à savoir articulé en 2 articles, article 3 et article 10 du PLFSS, conduisent à considérer qu'on aurait 2 contributions. Dans un cas, la question, du moins la question du fait générateur de cette contribution se pose, à savoir une lecture entre guillemets pure du texte proposé par le législateur qui conduira à considérer qu'il y a donc 2 contributions
chacune devant a priori être rattachée à chacun de ces exercices. L'autre analyse, qui est celle qui a été partagée majoritairement au sein de l'ANC et des débats qui ont eu lieu à cet égard et qui vient de circulariser, en tous les cas, un projet d'avis. Nous attendons bien sûr la version définitive, au terme duquel il est considéré que la contribution a pour fait générateur la crise sanitaire du printemps 2020, et auquel cas un passif doit être comptabilisé pour son intégralité au 31/12/2020. Évidemment, ça impacte de façon considérable les comptes de l'année 2020, mais le procédé défendu par l'ANC présente plusieurs avantages. Le principal, c'est évidemment de rattacher à la charge de sinistre 2020 l'ensemble des incidences de cette contribution telle qu'elle a été définie. Permettre de rétablir un comparatif de la charge de sinistralité entre 2020 et 2021 et éviter les corrections de triangle de liquidation de sinistres. Par ailleurs, la comptabilisation en 2020 soulève la question bien évidemment de la déductibilité fiscale de cette contribution. L'ANC a tranché, ou en tous les cas propose que cette contribution ne soit pas qualifiée de taxe, mais de charge de sinistre, donc de prestation, charge de sinistre, et auquel cas la comptabilisation de l'ensemble de la charge sinistre serait donc a priori sans incidence sur la base CVAE. Quant à l'IS, nous sommes dans l'attente dans la semaine, dans les prochains jours, d'une position de la Direction générale du Trésor qui pourrait trancher en faveur d'une déductibilité fiscale, bien évidemment de la part rattachable à l'exercice 2020, au chiffre d'affaires 2020, et nous attendons la position donc sur l'exercice 2021. Merci Sylvie. Nous allons maintenant voir un certain nombre de jurisprudences. On va retrouver Anne et puis Mancietta. Par un arrêt inédit du 9 septembre dernier, SCI-MO, dans une affaire défendue par le cabinet Fidal, soyons fiers, le Conseil d'État vient de décider qu'un bailleur avait la possibilité de limiter l'option pour la taxation à la TVA uniquement à certains locaux d'un immeuble et non plus à l'ensemble immobilier. Anne ? Oui, effectivement, il s'agit d'un arrêt très intéressant sur la question épineuse de l'option pour la taxation des loyers à la TVA. Vous savez, la fameuse lettre qu'on retrouve plus ou moins vite, jaunie et froissée dans les opérations de scission d'immeubles loués en TVA, quand on a de la chance, l'accusé de réception de cette lettre par l'administration. Oui, effectivement, ça doit éveiller quelques souvenirs, mais c'est une bonne nouvelle. Il s'agit d'un arrêt Fidal, je me répète, mais ça c'est déjà bien, mais j'imagine que ce n'est pas le seul intérêt de cet arrêt. Évidemment, nous sommes fiers que cet arrêt révolutionnaire soit gagné par Fidal et nous vous confirmons qu'il ne s'agit pas du seul arrêt de cette décision. D'abord, un bref rappel des principes. Les locations de locaux nus à usage professionnel, donc les bureaux, par principe exonérés de TVA, peuvent être soumises à la TVA sur option expresse du bailleur, en pratique en envoyant au service des impôts compétents une lettre en recommandé en précisant l'immeuble visé par l'option. Dans l'affaire SCI-MO, la SCI propriétaire d'un immeuble avait décidé d'opter à la TVA, mais uniquement pour les locaux loués à un cabinet comptable, redevable de la TVA et récupérateur. En revanche, elle n'avait pas opté pour la TVA sur les locaux loués à un cabinet d'assurance non récupérateur. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a considéré que l'option exercée par la SCI-MO devait avoir une portée globale, et dès lors qu'elle était formulée, elle valait pour tout l'immeuble. Le service vérificateur fondait ses rappels sur le Code général des impôts, mais aussi sur sa propre doctrine, et ce de façon très claire, puisque la doctrine nous dit l'option exercée couvre obligatoirement tous les locaux non exclus de son champ d'application qu'un bailleur possède dans un immeuble donné. Le Conseil d'État, en revanche, confirme l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy et les rappels de TVA sont annulés. Ok, mais en quoi est-ce révolutionnaire? Ça n'était pas déjà le cas avant? Oui et non, parce que le principe de l'exonération et l'exception qu'est la taxation sur option était évidemment acquis, mais le Conseil d'État avait jugé il y a 15 ans que le CGI était conforme à la directive TVA. En pratique,
très peu de bailleurs s'amusaient à tenter le diable en optant que pour la partie des locaux loués à des professionnels récupérateurs. Et d'ailleurs, aucun texte ni aucune doctrine ne le permettait jusqu'alors. La SCI MO a joué et elle a gagné. Dans son arrêt du 9 septembre, en effet, le Conseil d'État rappelle le principe d'exonération et la faculté offerte aux États membres d'accorder ou non un droit d'option. Ce faisant, il confirme que ni le Code général des impôts ni la doctrine ne peuvent imposer une option globale pour tous les locaux d'un immeuble, là où le bailleur a pris soin de préciser à quels locaux s'applique son option. Quels enseignements peut-on tirer de cet arrêt pour nos clients? Alors, il faut d'abord alerter les bailleurs sur cette possibilité dorénavant admise qu'ils ont de limiter l'option à certains de leurs locaux. On permet ainsi à ces bailleurs de s'adapter à un marché qui est locatif qui est fluctuant. En revanche, l'arrêt n'a aucun intérêt pour les immeubles monolocataires. Le bailleur et le locataire unique se sont déjà mis d'accord sur l'application ou non de la TVA. Et pour les immeubles multilocataires, le champ des possibles est ouvert, mais pas à n'importe quelle condition. Parce que qui dit pas de TVA dit souvent pour un immeuble contribution sur les loyers. Qui dit pas de TVA dit pas de déduction, et qui dit pas de TVA dit aussi taxe sur les salaires. Donc on ne peut que conseiller dans ce contexte de revoir les options qui auraient pu être formulées par les bailleurs pour la taxation à TVA des loyers, et que si de nouvelles options sont prévues, il faudra faire très attention à la forme. En effet, il faudra bien préciser dans la lettre les locaux qui sont visés par l'option. Merci Anne. Avant de laisser la parole à Mensieta, Bernard, vous vouliez réagir sur cette jurisprudence? Oui, sur le point effectivement sur le fait de pouvoir, j'allais dire pour un bailleur, découper les loyers et en faisant des options distinctes, il y a quand même un problème concret qui va se poser, au moins pour les dépenses communes de l'immeuble. Supposons qu'on ait effectivement des locaux avec TVA, des locaux sans TVA, il va falloir qu'on trouve des clés de répartition physiques. J'imagine, parce que je pense pas que les prorata financiers entre guillemets pourra se réaliser. Donc ça suppose que effectivement on puisse avoir alors soit par exemple pour l'électricité, on pourrait imaginer des compteurs distincts par locaux, mais quid des charges d'entretien, des charges communes de l'immeuble, etc. Donc on risque de rentrer là dans une logique un peu, j'allais dire, de clé d'affectation comme on le connaît à la TVA. Voilà, donc c'est un point qu'il faut avoir en tête. Ça, là aussi, ça va créer en amont, je dirais, de la TVA, en amont de la comptabilité, des éléments de piste d'audit, de clés de répartition qu'il va falloir gérer dans le temps et qu'il va falloir effectivement, un jour ou l'autre, exposer à l'administration fiscale dans le cadre de contrôle. Voilà, donc il faut simplement s'y préparer et ça fait partie, je dirais, quelque part des coûts collatéraux d'une mesure qui effectivement peut être intéressante, comme l'a rappelé Anne. Merci Bernard. Mensieta, dit jurisprudence de l'année 2020, s'il te plaît. On poursuit avec un tour d'horizon sur la jurisprudence du Conseil d'État en matière d'impôt sur les sociétés. Et on commence avec le premier arrêt, Lafarge du 1er juillet 2020, relatif au calcul de la parité d'échange dans une opération d'apport de titres à une filiale intégrée. La société Lafarge a apporté à sa filiale intégrée Sofimo, détenue à 100%, sa participation dans 2 filiales dont elle détenait la quasi-totalité des titres. L'apport qui a été assimilé à un apport partiel d'actifs a été transcrit dans les comptes de Sofimo pour la valeur nette comptable des titres apportés, et ceci conformément au règlement ANC relatif aux règles de transcription des fusions et opérations assimilées. La parité d'échange, quant à elle, qui correspond au rapport entre les titres apportés par la société Lafarge et les titres émis par Sofimo en rémunération de cet apport, a été déterminée sur la base de la valeur nette comptable des actifs échangés et non sur la valeur réelle. Rappelons par ailleurs que l'opération a été placée sous le régime de faveur des fusions et opérations assimilées, de sorte que l'apport n'a engendré aucune plus-value taxable au niveau de la société Lafarge. Dans le cadre d'un contrôle fiscal qui a été diligenté à l'encontre de la société Lafarge, l'administration fiscale a considéré que l'apport a été insuffisamment rémunéré et a qualifié de subvention indirecte au profit de la société Sofimo, donc la bénéficiaire de l'apport, la différence entre la valeur réelle des titres apportés et la valeur réelle des titres remis en rémunération de l'apport. Cette subvention, qui n'a pas été indiquée sur l'état de suivi des subventions de la liasse fiscale d'intégration, s'est vue appliquer une amende de 5%. Le Conseil d'État a confirmé la position de l'administration fiscale en considérant que lorsqu'une société membre d'un groupe d'intégration fiscale consent un apport à une filiale même détenue à 100%,
elle doit recevoir en contrepartie de cet apport une rémunération qui correspond à la valeur réelle des titres apportés. À défaut, l'apporteuse est réputée avoir consenti un avantage à sa filiale bénéficiaire et avantage qu'on qualifie de subvention indirecte au sens de l'article 223B du CGI. Alors, il faut rappeler que depuis le 1er janvier 2019, les subventions indirectes dans un groupe d'intégration fiscale ne sont plus neutralisées, et donc elles n'ont plus à être portées sur l'état de suivi des subventions. Il n'en demeure pas moins que l'écart entre la valeur réelle de l'apport et la valeur réelle des titres qui sont remis en rémunération constitue, dans cette hypothèse-là, un avantage qui est consenti à la bénéficiaire de l'apport qui est susceptible d'être imposé chez l'apporteuse. Donc, il convient d'être vigilant sur le calcul de la parité d'échange dans ce type d'opération. On poursuit avec la décision du Conseil d'État du 5 juin 2020, dans lequel le Conseil d'État répond à la question suivante. Faut-il rechercher le bénéficiaire effectif pour apprécier l'existence d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238A du CGI? Dans cette espèce, la société Faraday, qui était une société de vente de produits de luxe, a conclu un contrat de prestation de service avec une société hongkongaise au terme duquel elle consentait un versement de 25% des achats qui étaient effectués par les clients apportés par des agences et des guides situés en Chine. Il était rapporté dans cet arrêt que la rémunération forfaitaire de 25% versée à la société hongkongaise était directement reversée par cette dernière aux agences et guides situés en Chine. Dans le cadre d'un contrôle fiscal, l'administration a rejeté la déductibilité des sommes versées à la société hongkongaise en considérant que celle-ci est située dans un régime fiscal privilégié et faisant ainsi application de l'article 238A du CGI. La Cour administrative d'appel, qui a eu à connaître de ce litige, a quant à elle considéré que les bénéficiaires effectifs n'étaient pas la société hongkongaise, mais plutôt les agences et guides situés en Chine, considéré que la société hongkongaise n'était qu'un simple intermédiaire et qu'on ne pouvait donc appliquer l'article 238A. Le Conseil d'État a invalidé cette position en considérant que pour l'application de cet article, il y a seulement lieu de rechercher si le destinataire du paiement des rémunérations est situé dans un État hors de la France et y est soumis à un régime fiscal privilégié, quel que soit le bénéficiaire effectif des paiements. Donc le Conseil d'État retient ici une lecture strictement juridique du texte et non économique. La notion de bénéficiaire effectif est retenue pour éviter les abus dans l'application de conventions bilatérales ou pour des dispositifs d'exonération tels que l'exonération de retenue à la source sur les dividendes de l'article 119 ter, comme l'illustre l'arrêt du Conseil d'État du 5 juin 2020, Equiom et Société NK. En l'espèce, des dividendes ont été versés sur un compte suisse par 2 sociétés françaises à leur société mère luxembourgeoise et ont été soumis à la retenue à la source par l'administration fiscale, celle-ci considérant que la société luxembourgeoise ne justifiait pas de ses qualités de bénéficiaire effectif des sommes versées. Notamment, la société luxembourgeoise n'avait pas apporté la preuve que le compte bancaire suisse, qu'elle était titulaire du compte bancaire suisse. Le contentieux qui a été soumis au Conseil d'État a finalement donné lieu à une décision défavorable pour le contribuable, le Conseil d'État jugeant que les dispositions de l'article 119 ter qui subordonne le bénéfice de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes à la justification de la qualité de bénéficiaire effectif de la société, n'était pas incompatible avec les objectifs de la directive mère-fille. Enfin, nous terminons avec la décision du Conseil d'État du 14 octobre 2020, AVM International Holding, qui ouvre une restitution intégrale de l'imposition sur la plus-value de cession de titres de participation de l'article 244 bis B du CGI. En l'espèce, la société AVM International Holding, qui est une société de droit italien, a cédé en 2011 des actions d'une de ses filiales françaises, Société AR Technologies. La plus-value qui a été générée dans le cadre de cette opération de cession a été soumise au prélèvement de l'article 244 bis du CGI. La société AVM Technologies a sollicité le dégrèvement total de cette imposition en considérant que ce prélèvement est discriminatoire et contraire au principe de liberté d'établissement. Alors, rappelons tout d'abord que l'administration fiscale avait elle-même déjà pris acte de l'incompatibilité de ce texte avec le droit primaire de l'Union européenne dans une instruction du 4 avril 2008 et elle a octroyé aux sociétés cédantes qui avaient un siège de direction effective situé dans un État de l'Union européenne ou dans un État situé dans l'espace économique européen et qui ayant conclu une convention d'assistance fiscale avec la France, de bénéficier d'une restitution partielle de l'imposition payée correspondant à la différence entre le prélèvement effectivement payé et celui dont ils se seraient acquittés au titre de la quote-part de frais et charges s'ils avaient été résidents. Le Conseil d'État, dans le cadre de cette requête, a fait droit à la demande de la société AVM Technologies en considérant qu'il convenait d'écarter purement et simplement
les dispositions de l'article 244 bis B du CGI au motif que les ressources textuelles de ce texte étaient insuffisantes pour permettre de rétablir une égalité de traitement entre sociétés résidentes et non résidentes, égalité que l'administration fiscale avait tenté de rétablir sur le fondement de sa seule doctrine. Fort de cette jurisprudence, la Cour administrative d'appel de Versailles, dans une décision du 20 octobre 2020, soit 4 jours après, a considéré que cette décision était également applicable lorsque la société non résidente était établie dans un État hors de l'Union européenne. En pratique, il convient donc de déposer des réclamations pour obtenir le dégrèvement total de cette imposition et en tout état de cause avant le 31 décembre 2020 pour l'impôt payé en 2018. Je vous remercie. Merci Mancietta. Et maintenant, nous allons nous intéresser avec François Varcollier à des sujets autour du digital, de la modernisation de la collecte de l'impôt, de la taxation de l'activité numérique, et nous procéderons à un bref rappel, c'est sa passion, d'Axis, pour évoquer les grandes échéances à ne pas perdre de vue. François, quand tu veux. Merci Arnaud et bonjour à tous. Concernant notre premier thème, à savoir la mise en place de la facturation électronique et de la transmission des données, il n'aura échappé à personne que les dernières années ont été fertiles en mesures visant à lutter contre la fraude. Cela se vérifie d'autant plus dans les moments de tension budgétaire pour les finances publiques. Pour ce qui est de la lutte contre la fraude en B2C, nous avions eu l'entrée en vigueur de normes de conformité fiscale et système d'encaissement dès 2018. Nous allons parler ici de ce qui se profile pour le B2B. Vous trouverez dans la slide une retranscription de l'article 153 de la loi de finances pour 2020 qui a matérialisé l'objectif de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle. Vous y trouverez aussi les définitions de l'e-invoicing et du e-reporting, l'un visant la transmission des factures de vente entre le fournisseur et son client en format électronique par le biais de plateforme, quand l'autre vise la transmission d'informations par l'assujetti à l'administration, ou B2G pour Business to Government. Alors, on se rappelle que la France avait déjà, depuis 2017, procédé à une bascule en faveur du digital pour ce qui avait trait au marché public, avec sa plateforme Chorus Pro. Là, c'est une étape supplémentaire qui est en train d'être franchie. L'objectif est clair, mais le mode opératoire de ce que serait la nouvelle organisation digitale permettant aux autorités fiscales d'être en possession des data peut soulever certaines interrogations. Comme vous le constaterez sur le support, on évoque différents modèles possibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit nullement d'un mouvement singulier de la France. Sous l'impulsion des travaux de l'Union européenne et de l'OCDE, de nombreux pays sont même très en amont de nous. On parle depuis quelques années déjà des modèles brésiliens, estoniens, espagnols, italiens, portugais, chiliens, hongrois. On peut retenir qu'à ce stade, le modèle dit en Y est favorable des parties prenantes aux consultations de l'administration fiscale. Le modèle en Y, c'est un schéma dans lequel certaines plateformes privées, préalablement certifiées comme tiers de confiance, seront autorisées à transmettre directement les factures aux entreprises destinataires, sans passer donc par une plateforme publique. Il va falloir que le jeu envahisse la chandelle. Effectivement, Arnaud. On comprend aisément qu'un des objectifs attendus de la réforme soit de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Mais on attend aussi des gains qualitatifs et quantitatifs pour les entreprises. Ces gains vont varier en fonction de la taille de l'entreprise et de sa maîtrise de la dématérialisation des processus. Sachant que le postulat de base, c'est quand même que l'abandon du papier permettra de réaliser des économies de temps et d'argent. Il est aussi attendu que les coûts déclaratifs diminueront, notamment par la mise en place du pré-remplissage. Tout ceci devrait avoir un effet vertueux sur la compétitivité et au-delà, on envisage assez facilement que la remontée de ces data améliorera de fait la connaissance de la conjoncture économique par l'État, ce qui en soi est aussi vertueux. Pour autant, comme vous l'imaginez, une telle transformation n'est pas sans soulever de nombreuses questions, même conceptuelles, sur les vertus du modèle à retenir. Par exemple, sur la protection des données, qu'il s'agisse du secret des affaires, du RGPD, mais aussi sur la sécurité et la durabilité des plateformes en charge de la transmission des factures et les modalités de gestion des rejets de factures, des questions de preuve, de force probante, de conformité fiscale. Et peut-être qu'à plus court terme aussi les impacts financiers pour les entreprises qui vont devoir supporter des coûts d'adoption de nouvelles solutions ou un coût lié à l'abandon de solutions déjà mises en place ou des développements avec des sujets d'interdépendance entre certains modules et toujours des questions de conformité fiscale. Sachant que la notion même de facture à ce stade et ce qui doit être transmis à l'administration est en train de se construire, l'administration ayant mis en place une direction de projet ad hoc et interroge les parties prenantes dans le cadre de différents groupes de travail. Effectivement, tout ça devrait être sous-pesé attentivement et l'évolution des travaux suivie avec attention. Et justement, quelle est notre vue sur l'agenda à ce stade ? François et peut-être Bernard. Alors,
Pour ce qui concerne les dates essentielles, dès 2023, il y aura une obligation de réception de factures électroniques pour l'ensemble des entreprises et une obligation d'émission de factures électroniques pour les grandes entreprises. Dès 2024, obligation d'émission pour les ETI et 2025, obligation d'émission pour les PME et TPE. Voici pour l'agenda. Oui, je réagis effectivement à ce que vient de dire François. 2023, 24, 25, j'allais dire c'est demain. C'est effectivement quelque chose d'assez important, en particulier pour nos fournisseurs qui seront pas des grandes entreprises, qui sont plutôt des ETI ou des PME. Donc ça va poser, je pense, quelques sujets d'adaptation à ces nouvelles contraintes. On a fait un petit tour d'Europe ou du monde sur les différents modèles. Nous, on a tendance à parler de modèle mexicain pour les plateformes privées et modèle italien pour la plateforme étatique. Donc effectivement, on se dirige plutôt vers des plateformes privées qui assureront la gestion de ces factures électroniques. Moi, en tant que représentant du groupe La Poste, je dirais, c'est comme nous avons des filiales dans le groupe qui travaillent justement sur toutes ces données, c'est quelque chose qui effectivement est au cœur de nos préoccupations en termes de business. Par contre, en tant que directeur comptable, effectivement, on va devoir adapter là encore nos systèmes d'information. Il faut qu'on réfléchisse aussi aujourd'hui dans un processus S2P global de gestion de la comptabilité fournisseur, intégrer déjà le fait qu'à compter de 2023 et à fin 2025, donc, on aura logiquement toutes les factures de nos fournisseurs, soit en PDF, soit en EDI, soit sous des formats divers. Et quelque part, il faut déjà peut-être réfléchir à comment on les intègre dans nos futurs processus comptables. Logiquement, ça devrait améliorer les choses, ça devrait effectivement faire des économies de gestion de cette comptabilité fournisseur. Maintenant, je pense aussi qu'en 2025, on devra gérer, je le crains, de toute façon, quelques fournisseurs qui auront du mal à s'adapter, même si on peut penser qu'à minima le PDF, un mail et un PDF devraient suffire quand même à rentrer dans ces nouvelles plateformes. Voilà, donc un sujet à suivre et un sujet qui va occuper, je pense, autant, si ce n'est plus, évidemment, les comptables que les fiscalistes. Nous passons maintenant à un autre thème, toujours en lien avec le digital, à savoir la taxation du numérique. Alors n'hésitez pas, bien sûr, sur le sujet de la facturation électronique ou sur tout autre sujet, à poser vos questions par le biais du chat. Donc, concernant le suivi des avancées des travaux de taxation de l'économie numérique, les enjeux soulevés par le sujet sont d'autant plus évidents dans le contexte actuel. Mais pour rappel et brièvement, d'importants chiffres d'affaires peuvent être réalisés par des acteurs économiques dans certains pays, avec pour autant des difficultés d'y voir se matérialiser une assiette imposable, notamment dans les cas où il y aurait exercice d'une activité sans présence physique, pas de locaux, pas de personnel, etc. Ce sujet est vaste, a de nombreuses facettes et constitue une véritable saga mêlant le droit de la concurrence et le droit fiscal pour essayer d'encadrer l'activité des acteurs digitaux et notamment des plateformes. Alors, hasard du calendrier, on peut noter que c'est aujourd'hui que la Commission européenne devrait présenter deux paquets législatifs très attendus, le Digital Services Act sur la responsabilité des plateformes et le Digital Markets Act qui, lui, prévoit une modification des règles de la concurrence pour tenir compte du poids de certains acteurs dans l'économie. Au niveau de l'OCDE, une solution avec deux piliers est discutée, dont les blueprints ont été publiés le 12 octobre dernier. De façon schématique, le pilier 1 établirait de nouvelles règles déterminant le lieu où l'impôt devrait être payé, c'est la règle du lien ou nexus, et le pilier 2 visant à garantir un niveau minimum d'imposition tout en évitant une double imposition ou une imposition en l'absence de bénéfices économiques. On peut toutefois noter qu'en cette fin d'année, la France a décidé d'envoyer des avis d'imposition pour la taxe dite de 3% et de nombreux pays ont mis ou sont en train de mettre en place de telles taxations comme l'Italie, l'Espagne, le UK, l'Inde, le Canada ou encore des pays membres de l'ASEAN. Hasard du calendrier encore, une fois ou non, 75 dirigeants d'entreprises internationales ont signé il y a une quinzaine de jours une tribune aux côtés d'Emmanuel Macron intitulée Tech for Good, un appel pour que la technologie participe à un monde meilleur, vertueux, au service du progrès humain, en mentionnant au passage qu'elles paieraient davantage d'impôts dans les pays où elles sont présentes. Certains voient dans ces bonnes intentions un petit pas pour l'homme, d'autres une attitude judicieuse en vue de l'adoption des règlements européens qui réguleront ces plateformes. Pour terminer, enfin, nous allons brièvement faire un rappel sur Daxis. Alors, Daxis,
Comme vous le savez, c'est une directive relative à la déclaration par les intermédiaires de certains dispositifs transfrontières qui présentent des risques de planification agressive et qui prévoit l'échange de ces informations entre administrations. Elle est entrée en vigueur en juillet 2020. DAC6 s'applique à toutes les entreprises sur la base de certains marqueurs prédéfinis qui sont à prendre en compte afin de déterminer les dispositifs à déclarer. Je vous renvoie au slide. Pour plus de détails sur le sujet, je vous épargne la relecture de tous ces marqueurs. Alors, le sujet a une petite actualité en ce sens que l'administration a commenté le report de l'entrée en vigueur du dispositif qui était prévu par l'article 53 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Les dates de déclaration sont donc pour le stock, à savoir les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020. Les intermédiaires et contribuables mentionnés à l'article 1649 AE du CGI devront effectuer le dépôt d'informations au 28 février 2021 au plus tard. Pour le flux, les dispositifs, donc à savoir les dispositifs initiés, même si la première étape n'a pas été mise en œuvre, à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, là on sera sur un délai de 30 jours pour déclarer à compter du 1er janvier 2021. Enfin, pour les dispositifs conçus, commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d'être adaptés de façon importante, c'est la date du 30 avril 2021 qu'il faudra ne pas perdre de vue. Et c'en est fini pour cette partie autour de la digitalisation et de l'international. Je vous renvoie aux slides de support qui vous seront communiqués pour de plus amples détails. Hasard du calendrier ou non, je crois avoir respecté le timing, Arnaud. Je te rends la parole. Merci François, nous arrivons au bout de ces interventions. Avant de passer aux questions et réponses, sachant qu'on ne pourra pas forcément prendre toutes les questions avec le temps qui nous reste, c'est qu'on essaiera de répondre par mail à celles qui n'auront pas été traitées. Eh bien, Mathieu, la parole pour un mot de clôture. Juste vous dire merci à tous. Merci d'avoir suivi sous cet événement. J'espère qu'on a soulevé les problématiques qui sont nécessaires et qui se posent pour les quelques années à venir. Merci surtout à notre partenaire Fidal qui a merveilleusement travaillé. Et j'espère que l'année prochaine, on se retrouvera physiquement au cloître, pourquoi pas. Mais en tout cas, on aura l'occasion d'avoir des vraies conversations in the flesh. Merci à tous. Et maintenant, les questions pour le temps qui nous reste. Merci encore à tous et à bientôt.